Ces vacances devaient être luxueuses. Plus de 2500 personnes faisaient un voyage unique sur la magnifique mer des Caraïbes à bord du plus grand paquebot de croisière du monde. Ce serait un voyage qu'ils n'oublieront jamais, c'est certain, mais qu'ils aimeraient n'en pouvoir oublier. Sur la passerelle, le capitaine Tori Mira et son équipage s'apprêtent à prendre des décisions qui provoqueront l'un des accidents de paquebot les plus dramatiques de l'histoire maritime. Où un officier inexpérimenté, une bouée de navigation mal placée et une distraction momentanée vont transformer une nuit paisible en une lutte désespérée pour la survie. Peu avant minuit, le 15 décembre 1998, le Monarch of the Seas traversait les Caraïbes. Depuis la petite île caribéenne de Saint-Thomas jusqu'à la Martinique, un voyage d'environ 370 miles. Récemment, un passager était trop malade pour l'équipe médicale à bord. Après avoir parcouru un tiers du trajet, ils décidèrent donc de détourner vers Great Bay à Saint-Martin. Ils y sont arrivés vers minuit et demi. Le capitaine Mira, un Norvégien avec des années d'expérience maritime, était aux commandes du navire. À minuit 40, il a inscrit dans le journal de bord que le navire dérivait vers l'est, à une position de 0,4 milles nautiques au sud du fort Amsterdam. La dérive était suffisamment lente pour qu'il n'ait pas à s'en inquiéter. Pendant que le navire dérivait, le médecin de bord et l'infirmière ont accompagné le vieux passager à terre à l'aide d'une vedette appelée la Santa Maria, qui est arrivée 10 minutes après que le capitaine ait fait sa note. Pendant près d'une heure, l'immense navire a maintenu sa position, les moteurs tournant au ralenti, en attendant le retour de son personnel médical. À 1h25 du matin, le médecin et l'infirmière sont revenus à bord du navire. Le journal de bord note « Canot à côté avec médecin et infirmière, puis départ du canot ». Le capitaine Mira a pris le contrôle et a viré le navire à tribord depuis l'est. Il a ensuite stabilisé le navire pour passer à l'est du récif Prosélyte. C'est à la fois un site de plongée populaire et un danger pour la navigation. Sur la passerelle se trouvaient le capitaine Mira, le capitaine en second Hans Andresen, le second officier Mons Fielinger, qui était l'officier de quart, un timonier expérimenté hors service nommé Per Rold, et le timonier de service Frank Arthur Kruger, qui faisait office de veilleur. Hans Andresen a ensuite admis aux enquêteurs avoir été surpris par la décision. Naviguer du côté est du récif, mais il avait l'impression de ne pas pouvoir proposer de prendre la route ouest, plus sûr car ses suggestions précédentes avaient été mal accueillies par le capitaine Mira. L'atmosphère sur la passerelle était tendue et le capitaine n'aimait pas qu'on conteste ses décisions, rendant les événements suivants encore plus étranges. 3 minutes après le départ, le capitaine Mira a confié la veille à Fielinger. Avant de quitter la passerelle, il a demandé « Où en est-on avec la distance à la bouée ?» Fielinger a affirmé « Le point le plus proche sera à 3 encablures ». Fielinger était l'homme le moins expérimenté sur la passerelle, du moins à son poste. Second officier depuis 27 semaines seulement, il avait pourtant plus d'expérience en tant que marin, ayant débuté comme opérateur radio en 1988. Cependant, il n'avait jamais dirigé la navigation de nuit sur la mer des Caraïbes. Cela allait devenir un problème. Ni lui ni le capitaine ne savaient que leur carte n'était pas à jour avec les dernières informations. La bouée marquant le récif Prosélyte avait été déplacée d'environ 400 pieds à l'ouest de la position indiquée sur leur carte obsolète. Le choix de cap du capitaine et du premier officier était principalement basé sur ce qu'ils pouvaient en voir. Fielinger avait utilisé l'aide automatique au traçage radar, mais ce système ne fait que ce qu'on lui demande. Des cartes erronées rendent l'aide automatique au traçage radar inexact. La bouée lumineuse du récif Prosélyte était alors à environ 60 à 70 degrés sur l'avant-tribord. Mais le capitaine Mira était confiant que son second savait ce qu'il faisait, et il quitta la passerelle. Le journal du navire nota « Changement de commandement ». Le navire avançait à 5 ou 6 nœuds, tandis qu'Andresen, capitaine en second, surveillait la propulsion et augmentait peu à peu la vitesse.
Lorsque Fielinger vérifia la position du navire, il commit plusieurs erreurs critiques. Il n'a pas saisi les calculs de dérive dans l'aide automatique au traçage radar pour tenir compte du vent d'est et du courant d'ouest qui poussait le navire vers le récif. Il n'a pas verrouillé le aide automatique au traçage radar sur le sol, ce qui signifie configurer le radar pour utiliser la terre ferme plutôt que la mer ou les mouvements dans l'eau. S'il l'avait fait, le positionnement aurait été plus précis. Et surtout, il s'est fié uniquement à la position de la bouée, qui n'était pas là où il pensait qu'elle était. Fielinger a prévu de changer de cap vers la Martinique, une fois le navire perpendiculaire à la bouée. Alors que le navire avançait, la passerelle restait calme. Fielinger surveillait la progression du navire sur l'ARPA, observant leur approche du point où il devrait ordonner le changement de cap. Juste avant ce moment critique, Fielinger reçut un appel au sujet d'un passager se plaignant d'un bruit près de sa cabine. Fielinger promit d'envoyer quelqu'un pour s'en occuper. À peu près au même moment, une alarme de détecteur de fumée automatique retentit sur la passerelle. Le veilleur, Frank Arthur Kruger, a réagi à cette alarme, a vérifié que tout allait bien, puis l'a désactivée. Ces deux distractions mineures, un appel téléphonique et une fausse alarme, ont détourné l'attention de Fielinger au moment le plus critique. Juste après avoir raccroché, il vit la bouée lumineuse près du navire, sur tribord, d'abord par la fenêtre, puis au radar. Il fallait contourner le récif. Il ordonna au timonier de chaque rangée de changer de cap. Aucun relèvement visuel pris. Aucun autre instrument n'a été utilisé. Le seul instrument utilisé pour déterminer la position du navire par rapport à la bouée était l'aide automatique au traçage radar, et lui, comme ses opérateurs, s'est trompé. Vers une 1h30 du matin, alors que le navire virait à gauche, le Monarch of the Sea a heurté le récif prosélyte à environ 12 nœuds, mais heureusement, le paquebot n'est pas resté échoué de façon permanente. Après l'impact, le capitaine Mira s'est précipité sur la passerelle pour reprendre le commandement. Le journal de bord a noté la présence du capitaine Thor Mira sur la passerelle. L'eau s'engouffrait dans plusieurs réservoirs et compartiments étanches, et le navire avait pris de l'eau. Le chef mécanicien adjoint et l'officier de sécurité ont signalé qu'il y avait trop d'eau dans les salles des pompes 1 et 2 pour intervenir. Ils ont donc fermé les portes étanches et se sont concentrés sur les fuites des salles 3 et 4. 3 des compartiments étanches du navire étaient complètement inondés et plusieurs autres étaient partiellement inondés. Le récif de corail avait ouvert une énorme brèche le long de la coque tribord, mesurant 130 pieds sur 6. 2 réservoirs de carburant diesel et un de trop-plein ont aussi été endommagés, causant une fuite d'environ 100 gallons américains. L'équipage a réagi rapidement. 5 minutes après l'impact, toutes les portes étanches du navire ont été fermées depuis la passerelle, sauf la porte numéro 10, ouverte plus tard par l'officier de sécurité, qui l'a ensuite fermée manuellement. À 1h36, le capitaine Mira a annoncé « Bravo, bravo, bravo » sur le système audio le code d'urgence du navire. Le capitaine a consulté ses officiers. Il n'était même pas en train de couler, du moins pas rapidement, et il n'avait pas été échoué sur le récif. Il n'y avait aucune raison de débarquer les passagers immédiatement. Il a été décidé qu'il valait mieux retourner à Saint-Martin et échouer le navire sur un banc de sable dans la Grande Baie. Mais d'abord, il devait faire descendre les passagers du navire, tous les 2557. À 1h47, le signal d'urgence générale a été donné, et tous les passagers et membres d'équipage ont été invités à se rendre à leur poste d'urgence et d'abandon du navire respectif. Le système diffusait régulièrement des annonces en anglais, espagnol, français et allemand. Les canaux de sauvetage ont été préparés pour l'embarquement depuis la promenade à 2h10 et 2h15. Toutes les cabines passagers et équipage auraient été évacuées à 2h20. Heureusement, malgré le grand nombre de personnes à bord, la procédure était bien entraînée et bien répétée. 15 minutes après, passagers et équipage ont été invités à se préparer au choc. À 2h35, le capitaine Mira a échoué volontairement le navire sur un banc de sable dans la Grande Baie à Saint-Martin, sans dégâts supplémentaires.
Le journal de bord du navire a noté « Navire échoué dans la Grande Baie à Saint-Martin ». 10 minutes plus tard, un pilote de la garde côtière est monté sur le Monarque pour aider. Le capitaine avait décidé que les passagers devaient être évacués du navire et il les a contactés via le haut-parleur pour les en informer. À peu près à ce moment-là, des rapports de blessés ont commencé à arriver. Une infirmière a demandé une équipe de brancardiers pour aider et il y avait des rapports d'autres petites blessures, ainsi que quelques cas d'hyperventilation et de passagers paniqués qui avaient des besoins d'une légère sédation, mais rien de grave. Ils avaient eu de la chance. À 2h45, la première navette a débarqué les passagers côté bâbord aux portes du bunker et de l'équipage. Mais l'eau continuait d'entrer. À 3h26, le capitaine en seconde Andresen a signalé qu'il y avait déjà entre 1 et 1,50 m d'eau au-dessus du pont le plus bas et que l'eau remplissait la cage d'ascenseur. Ils ignoraient si le Monarque basculerait ou si l'inondation atteindrait les ponts où les canaux de sauvetage étaient bien préparés. Il serait difficile de mettre ces canaux à l'eau avant que la situation n'empire. Ils menaient une course contre la montre. Les navettes locales ont tout changé. Se précipitant vers le Monarque depuis Saint-Martin, des navires comme le Santa Maria, qui avaient auparavant transporté le patient malade à terre, se sont dépêchés d'embarquer le plus de passagers possible hors du paquebot, le plus rapidement possible. À 5h19, les 2557 passagers avaient non tous été évacués du navire en sécurité. Peu après, l'équipage a suivi. L'évacuation a été effectuée en un peu plus de 2h30. Le Monarque de la mer avait subi d'importants dégâts. Le navire a été en cale sèche 3 mois pour réparation chez Atlantic Marines à Mobile, Alabama. 114 compartiments du navire ont dû être nettoyés. La plupart des machines ont dû être remplacées. 460 tonnes de tôle de coque devaient être installées et 18 miles de câblage électrique ont dû être remplacés. La garde côtière américaine et la direction maritime norvégienne ont émis de nouvelles recommandations concernant les pratiques de navigation des navires de croisière, en insistant sur l'importance d'utiliser plusieurs aides à la navigation et de mettre correctement à jour les cartes. L'enquête conjointe menée par l'enquêteur maritime norvégien et la garde côtière des États-Unis a conclu que l'échouement du Monarch of the Sea était dû à une multitude de défaillances humaines. Premièrement, le fait que l'équipage n'ait pas mis à jour les cartes du navire pour inclure le changement de position de la bouée signalant le récif prosélyte et la confiance accordée par la suite à cette bouée comme unique moyen de déterminer la position du navire. Ils auraient dû le savoir. Eux, comme tous les navires de la région, avaient reçu un avis leur indiquant que la bouée avait été déplacée. Deuxièmement, il y avait le manque d'expérience du second officier Fielinger. Troisièmement, Fielinger n'a pas utilisé plusieurs aides à la navigation. Le manuel de gestion de la sécurité internationale de Royal Caribbean souligne l'importance de ne pas se fier à un seul outil de navigation, surtout la nuit. L'un de ces outils est vos yeux. Quatrièmement, l'équipage de la passerelle n'a pas établi de plan de voyage adéquat pour la déviation vers Saint-Martin, ni pour le départ vers la Martinique autour du récif prosélyte. Improviser n'est pas le protocole habituel. Et enfin, les relations tendues au sein de l'équipage de la passerelle. Si le capitaine en second Hans Andreasen n'avait pas été constamment rabroué, ils auraient peut-être choisi une route plus sûre. Bien que l'incident du Monarch of the Seas ait été terrifiant, aucune blessure grave ni perte de vie n'a été signalée. Et alors que les vacanciers avaient prévu de faire la fête à travers les Caraïbes, et non de se réveiller en pleine nuit alors que leur immense navire s'échouait sur un banc de sable, pour une fois, nous, à Dark Records, pouvons vous offrir une fin légèrement heureuse. Tout le monde a survécu. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, merci de vous abonner. Cela nous aide beaucoup.